Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment améliorer, ou en tout cas de l'importance du dossier académique, donc c'est-à-dire les formations que vous avez suivies, les notes que vous avez eues dans les dossiers de sélection pour le master en psycho. Donc ça, c'est issu en fait des conseils et de ce que j'ai pu lire dans les témoignages que j'ai recueillis. Et je vous remets le lien vers la vidéo qui explique ce projet-là de collecte de témoignages. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de comment s'organiser pour préparer la sélection, donc je vais remettre aussi le lien. Et là, on va parler en fait du cœur, enfin d'une des parties du cœur du dossier qui va être votre dossier académique. Alors, il faut savoir que les notes ne font pas tout, ça c'est très clair, ça a été dit par beaucoup de personnes dans les témoignages et puis c'est dit aussi par les responsables de master, mais c'est quand même beaucoup regardé et ça peut servir aussi de filtre dans certains masters. Donc du coup, c'est quand même un élément à ne pas négliger et ça s'anticipe un peu. Enfin, en tout cas, il faut être au courant que vos relevés de notes à la fac de toute la licence, mais surtout de la L3, vont être beaucoup regardés dans les dossiers de sélection. Donc, voilà, c'est toute la licence, mais c'est quand même plutôt la L3 et surtout, peut-être aussi, on peut imaginer que les jurys regardent aussi la progression. C'est quand même plus prometteur de voir un étudiant, je sais pas, qui a eu 11 de moyenne en L1 et qui termine avec une L3 à 14, que de voir l'inverse, quelqu'un qui a démarré avec des bonnes notes, 14 de moyenne en L1 et puis en L3 il est à 10,5. Enfin, ça donne pas la même impression pour les jurys de sélection. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui avait été soulevé dans les témoignages que j'ai pu lire. Donc du coup, ces notes-là, il faut faire attention parce que votre relevé de notes, une fois que vous avez validé votre licence, vous le gardez pour toute la vie en fait. On ne peut pas refaire une licence une fois qu'on a validé sa licence. Donc du coup, si vous pensez que vous allez valider votre licence ou votre L3 un peu ric-rac, ça peut être pertinent de se poser la question de redoubler plutôt que de valider avec une moyenne de 10,05 ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui a été dit par des enseignants dans les réunions d'information qu'on a pu avoir à la fac, se poser la question de faire sa L3 en 2 ans. Alors ça a des avantages, ça permet d'avoir des meilleures notes. Ça permet aussi d'éviter d'avoir comme une année blanche parce que si vous présentez votre dossier de sélection avec des notes assez basses, vous avez quand même une chance importante de ne pas être pris pour la sélection. Et du coup, vous allez probablement faire une année, je dis une année blanche, mais c'est pas vraiment une année blanche. Vous allez faire un service civique, un DU, quelque chose, et retenter l'année prochaine. Donc ça, je l'ai pas mal entendu dans les témoignages. Je vous renvoie vers les témoignages qui sont sur le blog. Il y a plusieurs témoignages qui disent ça, en fait, qui n'ont pas été pris la première année à cause des notes, notamment, mais peut-être aussi d'autres facteurs, hein, mais en particulier à cause des notes. Et en fait, les notes, on ne peut pas les changer. Donc, du coup, l'année d'après, on recandidate avec les mêmes notes. Donc, le dossier académique ne s'est pas vraiment amélioré, en tout cas sur le plan des notes de la licence. Mais du coup, on essaye de le compléter par d'autres biais, j'en parle juste après. Et du coup, ça permet finalement, si on doit faire cette sorte d'année blanche derrière pour recandidater pas directement en fait à l'issue de la L3 en master, mais on doit attendre l'année d'après pour recandidater, pourquoi pas finalement faire sa licence 3 en 2 ans. Et ça peut être aussi, donc le fait de redoubler, ça peut être aussi si on l'utilise vraiment comme une stratégie et si on le justifie, ça peut aussi montrer de la maturité. Si on dit, voilà, moi j'étais pas prête à faire la L3 en une seule année, donc du coup j'ai pris mon temps, je l'ai fait en 2 ans, ça m'a permis d'affiner mon projet professionnel, de faire plus de stages, etc. Ça peut dénoter une certaine maturité. Après, les inconvénients, entre guillemets, de cette stratégie-là, de redoubler quand même, ou de faire la L3 en 2 ans, même avec une stratégie, c'est notamment, ça peut montrer dans votre dossier peut-être une certaine difficulté à vous organiser ou à s'adapter. Donc du coup, le jury pourrait se dire, ben, si il ou elle n'a pas réussi en L3 à faire ça en un an,
comment ça va se passer en master alors que la charge de travail va augmenter. Donc du coup, il faut peser un peu le pour et le contre, notamment dans l'idée de faire sa licence 3 en 2 ans. Alors, je fais un petit point là pour les personnes qui sont en reprise d'études, notamment pour lesquelles souvent on a des validations d'acquis, on a des notes en fait qui sont validées automatiquement par ce qu'on a fait antérieurement. Et donc du coup c'est validé avec une note assez basse, en général c'est validé juste à 10, hein. Donc du coup ça fait pas mal baisser la moyenne. Donc ça probablement, en tout cas à Toulouse, on nous a dit, comme ils sont habitués vraiment beaucoup à avoir beaucoup d'étudiants à distance et donc en reprise d'études le plus souvent, ils regardent cette moyenne, en fait, quelle est la moyenne sur les matières qui ont été effectivement passées. En tout cas, moi, dans mon dossier de sélection, je pense que je noterai la moyenne, donc ma moyenne réelle, et puis la moyenne que j'ai eue sur les matières que j'ai vraiment passées, et qui est plus élevée, en fait, parce que donc les validations d'acquis, c'est super, hein, parce que ça évite de devoir rebosser la matière, mais c'est vrai que ça a fait un peu chuter les moyennes. Et puis aussi, il faut se méfier si dans votre fac, il y a des compensations d'UE entre elles ou entre semestres, à pas trop les utiliser. Si possible, en fait, si vous voulez avoir le meilleur dossier possible, à pas trop recourir à ces compensations automatiques, mais plutôt à repasser les matières au rattrapage. En fait, ça va vraiment affaiblir votre dossier si vous avez des UE en dessous de la moyenne qui sont compensés par d'autres. Alors voilà, après c'est chacun qui voit quelle est la meilleure stratégie pour lui ou pour elle, ce qui est faisable, et puis aussi ça dépend vraiment des UE en question. Est-ce que c'est une UE qui vous apparaît très importante pour votre projet professionnel ou pas? Voilà, donc le relevé de notes, quand même garder en tête qu'une fois que les UE sont validés, ben, on ne peut plus y toucher. Donc si on pense qu'on va valider de manière un peu ric-rac, voir est-ce que c'est ok de faire ça pour soi, ou est-ce que finalement on préférerait faire mieux et dans notre façon de voir les choses, peut-être ça vaut le coup d'adopter une stratégie différente et d'utiliser les 2 sessions d'examen, voire même de redoubler, etc. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est sur les autres formations qui peuvent être accessibles en dehors de la licence à proprement parler de psycho. Donc là, toujours, hein, je parle que des formations théoriques. Donc déjà, il faut savoir que il est possible dans certaines facs, peut-être dans toutes les facs, je ne sais pas, de faire des UE, de choisir des UE qui sont en plus. Donc c'est ce qu'on appelle les préparations diverses. En tout cas à Toulouse, c'est ce qu'ils appellent les préparations diverses. Donc ça permet de prendre des UE supplémentaires qui sont en dehors du parcours à la fac et qui permettent de muscler un peu son dossier. Alors notamment si par exemple on décide de faire sa licence 3 en 2 ans, ça permet d'ajouter en fait des UE un petit peu en plus qui sont particulièrement pertinentes pour son dossier, qui peuvent être soit en psycho, par exemple du coup ça permet de faire je sais pas 2 TER, un TER orienté clinique et un TER développement, sur 2 années différentes. Ça permet aussi, par exemple, je sais pas, d'aller chercher des UE en sociologie ou dans d'autres disciplines si ça paraît pertinent pour son dossier. Donc ça, c'est le premier point. Je sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, savoir que ça existe. Ensuite, les autres, il y a plein d'autres façons d'acquérir des formations complémentaires. Qui peuvent être assez intéressantes, soit par le biais des cours en ligne proposés par exemple sur la plateforme Fun, France Université Numérique, ou son équivalent anglo-saxon qui s'appelle Coursera, où il y a beaucoup de cours intéressants en psycho. Par exemple, moi sur Fun, j'ai fait là tout récemment un cours sur les conduites suicidaires, il y a un cours sur l'autisme, je sais en ce moment. Il y a des cours qui peuvent être intéressants. Qui sont pas du coup des diplômes, hein, c'est juste des formations. Vous obtenez un petit certificat à la fin si vous validez les exigences de la formation. Sur Coursera, ça fonctionne sur le même principe, mais depuis quelques années maintenant, quasiment tous les certificats sont payants, donc c'est un peu plus difficile de justifier du fait que vous l'avez fait. Mais en tout cas, c'est très intéressant sur le plan des connaissances, et je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut valoriser dans un CV. Je ne sais pas si c'est excessivement regardé, mais en tout cas, ça dénote de la motivation et aussi une envie de se spécialiser un petit peu
et d'avoir des meilleures connaissances théoriques sur certains sujets. Donc du coup, ouais, pour moi, c'est vraiment ces deux aspects-là que ça peut mentionner sur un CV. La motivation, j'ai envie d'en savoir plus, je suis motivée par ce cursus-là. Et j'améliore mes connaissances théoriques, alors soit dans un objectif de spécialisation, par exemple, soit dans un objectif d'ouverture. C'est quelque chose que vous n'avez pas du tout vu dans votre fac, vous avez envie d'en savoir plus parce que peut-être que ça peut vous intéresser, mais vous ne savez pas trop en fait, vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc vous pouvez le faire par le biais de ces formations-là. Donc du coup des formations en ligne, mais aussi il peut y avoir des formations proposées par certaines associations. Donc par exemple j'ai en tête une asso qui s'appelle Stop aux violences sexuelles qui propose des formations sur les violences sexuelles qui sont des formations de 2 jours un peu partout en France. Il y a plein de formations disponibles auprès d'associations et qui peuvent vous intéresser. Il y a aussi les conférences et les séminaires de recherche qui sont proposés dans votre fac notamment. Donc ça c'est super intéressant de pouvoir assister à ce genre de choses parce que bon ça permet, je crois que j'en avais parlé dans la vidéo précédente, déjà de rencontrer les personnes qui sont impliquées dans les masters et aussi d'avoir vraiment une idée de comment ça se passe la recherche, qu'est-ce qui est attendu en termes de présentation, ça peut vraiment donner des idées d'ouverture très importante pour le projet professionnel, le projet de mémoire. Et ensuite, dernier type de formation qui peut être accessible, c'est de faire un DU, un diplôme universitaire. Le DU, c'est vraiment, lui pour le coup, c'est vraiment un diplôme donc c'est pas une formation à temps plein, c'est généralement réservé aux personnes qui ont déjà un diplôme, donc par exemple un diplôme de psychologue et qui viennent se spécialiser dans quelque chose d'autre. Certains sont ouverts aux étudiants, donc à vérifier dans la plaquette de chacune des formations. Et par exemple, il y a des DU, il y a des DU de criminologie, un DU d'attachement, sur l'attachement de l'enfant, des DU, je sais pas, d'art-thérapie. Il y a des DU sur vraiment plein de choses qui existent. Si vous savez déjà un petit peu dans quoi vous voulez vous spécialiser, je pense aussi les DU sur la sexualité humaine, enfin des choses qui peuvent être très intéressantes. Pourquoi pas essayer de faire un DU en parallèle dès le niveau licence, même si quand même ça va être assez lourd hein, à mener en parallèle. Donc là aussi, comme avec toutes les autres formations, mais plus particulièrement pour le DU, vérifier combien ça coûte. Déjà, ça coûte assez cher les DU. Et si vous avez bien le temps de vous engager dans une autre formation. Par contre, les DU, c'est vraiment quelque chose qui est souvent fait par les étudiants qui n'ont pas pu accéder à un master directement à l'issue de la L3. C'est des choses que j'ai beaucoup vues dans les témoignages. Les étudiants qui n'ont pas pu avoir de master, donc qui ont cette année blanche, entre guillemets, en général, ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver un stage ou un emploi, par exemple par le biais du service civique ou par un autre biais dans le secteur d'activité qui les intéresse. C'est le premier gros point, donc ça sera sur l'expérience en fait, la formation professionnelle, mais aussi souvent ils essayent d'améliorer leurs connaissances théoriques, par exemple par le biais d'un DU. Donc voilà, parce que c'est quand même assez lourd et c'est plutôt quelque chose qu'on va faire sur une année blanche ou après avoir obtenu son diplôme et pas trop en fait au moment de la formation initiale en parallèle de la licence et du master, ça paraît assez compliqué. Même si certains y arrivent en fait et parfois ça peut être un peu des prérequis un peu implicites pour entrer dans tel et tel master. Bon voilà, dans tous les cas, il faut bien sûr peser le pour et le contre. Hein. Donc le pour, je l'ai déjà dit, c'est en termes de motivation, ça dénote votre motivation et ça va vous permettre d'acquérir des connaissances. Et le contre, c'est vraiment combien ça coûte en termes d'argent et combien ça coûte en termes de temps et de ne pas négliger ça, de ne pas trop se disperser si déjà c'est compliqué de faire juste ce qui est demandé à la fac. Ne pas aller se surcharger avec des choses en parallèle. Voilà, moi je cite un peu tout pour donner un panorama de ce qui est possible si on a envie d'améliorer ou de renforcer un peu son dossier académique. Dans tous les cas, il faut penser à bien demander des justificatifs ou des attestations de présence, notamment pour les conférences, si c'est possible d'avoir des attestations de présence. Et de garder notamment les programmes des journées d'études auxquelles vous avez été par exemple pour constituer comme une sorte de portfolio de tout ce que vous avez pu faire
en termes de formation. Je sais aussi, j'en parle un peu comme ça là, c'est un peu décousu, mais je sais aussi que certains par exemple font des formations au test, par exemple au test projectif, on peut faire des formations au TAT, au Rorschach, aux tests, à d'autres tests qui peuvent être utilisés, donc ça peut être des choses qui peuvent être faites dès le niveau licence. Moi, ça me paraît un peu compliqué. En fait, j'ai l'impression que ça fait un peu mettre la charrue avant les bœufs, mais pourquoi pas de se former aussi à ces compétences un peu plus techniques dès le début. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être faites. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont aussi les choses auxquelles vous pensez. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous paraissent pas du tout pertinents? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans le cadre de votre dossier académique? Dans tous les cas, ça va être une question de comment je présente mes forces et mes faiblesses, et notamment si j'ai des faiblesses sur les notes, comment je le mets en balance avec d'autres aspects de mon dossier, et comment je peux aussi en fait montrer des forces qui ne seraient pas forcément attestées par les notes telles qu'elles apparaissent sur mes relevés de notes. Donc je vous souhaite à tous un bon courage, laissez des petits pouces bleus si cette vidéo vous a intéressé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, notamment sur la préparation du master. Bye bye.